Alors, oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir bien accepté de participer à la masterclass que Benoît Meunier va nous, euh, va nous faire tout de suite. Je voulais remercier également Cheshlit et la Moravian Librairie qui ont bien voulu cofinancer cette saison tchèque. En fait, depuis le mois de mars, en collaboration notamment avec la librairie Les Mondes de Zulma, on a lancé en fait ces saisons. Chaque mois et pendant un mois, les éditions Zulma et la librairie Les Mondes de Zulma mettent en avant une littérature. Et donc, cette mise en avant donne lieu à cette masterclass, à la mise en place d'une bibliographie collaborative qui est à la fois nourrie par nos coups de cœur chez Zulma, à la librairie Les Mondes de Zulma, également euh, par Benoît Meunier et les libraires qui avez bien voulu participer à cette masterclass. Et donc en mars, nous avons eu la littérature grecque et on a eu la chance d'écouter Nicolas Pallier, le traducteur de Fonte Brute, qui est notamment paru aux éditions Zulma. Et donc en avril, nous avons mis en avant les littératures tchèques. Voilà, je vais présenter rapidement Benoît Meunier, qui est donc traducteur du tchèque, qui a à peu près presque une vingtaine de traductions à son actif, aussi bien de la littérature, de la fiction avec Čapek, et puis peut-être qu'il prononcera mieux les noms de famille que moi, et Jaroslav Hašek, de la BD également avec l'adaptation de Katerina Kupova de l'œuvre de Karel Čapek, Rour, mais également de la littérature jeunesse. Voilà, donc merci beaucoup Benoît Meunier d'avoir bien voulu participer, d'animer cette masterclass sur la littérature tchèque. Peut-être que vous pourriez nous évoquer rapidement comment vous en êtes arrivé à la traduction du tchèque, quel parcours ou quelle formation vous avez quelle formation vous avez fait pour être traducteur littéraire. Alors, je crois que j'ai réactivé mon son. Bonjour à tous. J'espère. Est-ce que je parle assez fort ou pas? Oui. Ouais, ok, super. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Euh, Apparemment, vous êtes une petite vingtaine. J'ai jamais vu autant de libraires de ma vie, donc c'est chouette. Les libraires font un travail qui est très très important dans la région et j'y reviendrai si vous voulez. On pourra parler un petit peu du marché du livre, de la chaîne du livre aussi en Tchéquie et en France, parce que c'est un sujet intéressant. Euh, alors, moi, je vous parle de Prague parce que je suis expatrié maintenant depuis une vingtaine d'années. Et donc, pour récapituler mon parcours, je vais essayer de la faire courte. Euh, à la base donc, de ma vocation de traducteur, il y a évidemment un intérêt pour la littérature, puisque donc, voilà, j'ai toujours beaucoup lu et écrit. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 20 ans, donc, je suis parti de Lyon, qui est ma ville natale, et je suis allé, voilà, j'avais besoin de bouger, il fallait que je parte. Et donc, je suis parti vers l'Est. Et j'avais déjà un petit peu appris le russe avant. Donc, j'avais déjà en fait des familiarités avec les langues slaves. Et j'ai posé mon sac à dos à Prague, qui m'a accueilli. Et j'en ai fait mon deuxième pays, en fait. Mais j'ai dû revenir à Paris, donc un an et demi après, afin de ne pas être considéré comme déserteur, parce qu'à l'époque, j'étais obligé de faire le service militaire. Et là, je me suis inscrit à la fac et j'ai découvert que je pouvais faire des études de bohémistique. Et la bohémistique, ça existe. La bohémistique, figurez-vous, ce sont les études de littérature tchèque. Alors, c'est une petite littérature, mais elle existe, un peu comme la littérature grecque ou portugaise, etc., qui a quand même pu produire de grands auteurs. Et puis, donc, j'ai eu l'occasion de. Donc, c'était à Paris 4, à la Sorbonne. J'ai rencontré Xavier Galmiche, qui est un des plus grands bohémistes, pour le coup, vraiment spécialiste de cette littérature, avec qui je suis toujours en contact.
et qui m'a fait traduire un inédit de Harabal. Donc on écrit, alors je vais le prononcer, je prononce toujours les mots à la tchèque évidemment, parce que maintenant je suis complètement tchéquisé, mais on prononce, donc les Français prononceraient Rabal, je suppose. Alors, pas Harabal, pas Fernando Harabal espagnol, mais Harabal, c'est-à-dire H-R-A-B-A-L. Harabal. D'ailleurs, ça veut dire celui qui a ratissé, c'est drôle, enfin, c'est le verbe ratisser. Bon, bref. C'est pour la petite anecdote. Donc Harabal, qui est assez connu en France. Je pense que vous devez en avoir dans vos librairies, logiquement. Il est édité en poche. L'édition est un peu explosée, elle est un peu fragmentée chez pas mal d'éditeurs, mais c'est un des grands du XXe siècle. Hein. Donc il est connu en France. On va dire, c'est pas une superstar, mais il est relativement connu. Et donc j'ai traduit je vais y arriver, un inédit de cet auteur, qui est un petit texte, il s'appelle Yarmilka, qui est sorti à l'Esprit des Péninsules à l'époque, qui était dirigé par Éric Nolot, de Sinistre Mémoire, qui n'existe plus. Et ça a été repris en poche après coup. Ça, c'était plusieurs années plus tard. Et d'ailleurs, à l'époque, je n'avais pas négocié mes droits parce que je ne savais pas qu'il fallait le faire. Et du coup, j'ai pas de droits sur les poches. Mais bon, bref, enfin, les droits de toute façon sont très négligeables. Ça représente des sommes infimes. Mais pour le principe, il aurait dû le faire. Bref. Et donc, toujours est-il que j'ai traduit ce petit texte, il a été publié. Et donc, en fait, voir la traduction publiée, ça m'a. Et puis, il m'a poussé, en fait, à me dire oui, votre traduction, elle est bonne, allez-y, faites-vous plaisir. Et moi, je n'avais pas tellement envie de devenir universitaire ou de faire de l'analyse ou faire de m'enseigner à la fac. Du coup, je me suis, je dis, c'est très bien, moi je veux traduire et écrire. Et je suis reparti, alors j'ai vadrouillé un peu, je suis redescendu à Lyon, je suis allé à Marseille, enfin j'ai un peu tournicoté. Et puis finalement, en 2004, je me suis revenu définitivement à Prague. Et là, de fil en aiguille, en fait, je me suis mis à traduire de plus en plus de livres. J'ai traduit 2, 3 anthologies de littérature contemporaine pour des institutions. Et progressivement, j'ai fait un premier livre aux éditions du Sonneur, un petit Chapek. Et puis, les éditeurs se passent les noms. Et maintenant, c'est beaucoup d'éditeurs qui s'adressent à moi, en fait. Donc, j'ai un carnet de commandes qui est énorme et j'essaye moi aussi de placer des livres qui me plaisent. Et quand je ne peux pas, je place les collègues, puisqu'on est donc on est une petite dizaine sur le segment tchèque. Voilà. C'est évidemment une langue qui est petite, qui est assez géniale, qui est assez extraordinaire. Et donc, depuis 2004, moi, je vis ici, où je suis très heureux, où j'ai d'ailleurs ma famille. Et là, je suis dans le centre de Prague. Je vous conseille vivement de venir faire un tour. C'est assez génial. C'est une ville à taille humaine, alternative, qui a pas mal d'avantages. Voilà, c'est pour résumer mon parcours. Je passe la parole à Tiamia. Merci. Mais donc, je voulais vous poser une question par rapport à cette première œuvre traduite, mais peut-être que on peut. Est-ce que vous auriez une première œuvre du tchèque qui vous aurait mené à la traduction, une œuvre en littérature en fait qui vous aurait particulièrement touché, ou est-ce que c'était vraiment progressif cette entrée dans la littérature tchèque? Alors, la découverte de la littérature tchèque ou qui m'aurait mené à la traduction? Qui m'aurait mené à la traduction, c'est vraiment le fait, en fait, c'est un truc que j'ai pas dit l'autre fois dans la rencontre qu'on a eue avec les Roses, mais en réalité, j'avais déjà tâté de la traduction parce que j'avais fait un doc de russe à Lyon 3 en 95-96. Et je me rappelle assez précisément de cette confrontation, en fait, du moment où on confronte le texte avec l'original. Et j'avais un prof qui était assez bon, d'ailleurs, à l'époque. Et on avait traduit Oblomov, des extraits, en fait. Et je me rappelle très précisément du retour, pourtant c'est il y a 25-30 ans. Donc, c'est vous dire si ça avait marqué, puisqu'en fait, effectivement, il s'agissait de textes. Et donc, moi, j'écris aussi. Et donc, voilà, c'était assez précis. Donc, mon rapport à la traduction, il démarre à ce moment-là, en fait. Et même, on pourrait dire, il démarre avant, puisque j'étais fasciné par les traductions de Baudelaire, de Mallarmé, etc., quand j'étais déjà au lycée, en fait. Je m'intéressais aux traductions de Markovitch, qui a retraduit Dostoïevski dans les années 90. En fait, je connaissais passivement la traduction, je connaissais le travail de certains traducteurs, mais j'aurais jamais pensé que ce serait mon job. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux étudiants, c'est que l'enseignement des langues en France est catastrophique et que pour que je découvre que les langues, c'est vraiment mon truc, parce que vraiment, c'est mon truc, j'adore ça et je le fais, j'espère pas trop mal, eh bien, il a fallu que j'attende l'âge de 18, 19, 20 ans, quoi. Parce que au lycée ou au collège, parler anglais sans accent, c'était considéré comme faire le bouffon, quoi. C'était un peu ridicule. Et voilà, l'idée, c'était accessoire, quoi. Pourquoi apprendre les langues étrangères?
Bon, mais enfin, dans ma famille, mon grand-père était lui aussi traducteur et prof d'anglais, donc ça joue peut-être un petit peu, même si je ne l'ai jamais connu. Mais donc, du coup, il y avait une espèce d'attrait pour les langues étrangères, si vous voulez. Donc, en fait, voilà, ça remonte un peu plus loin. Par rapport à la littérature tchèque, alors, c'est une littérature que je ne connaissais pas vraiment avant de faire donc, ces 2 années d'études à Paris 4, parce qu'effectivement, les auteurs, et ça, je l'ai réuni dans une publication, dans un long article, dans une étude que j'ai publiée en tchèque, notamment, mais qui est aussi sortie en français. Je vais vous envoyer le lien. Donc, c'est sorti en français dans une revue qui s'appelle Le Grand Continent, qui a l'avantage de traiter de l'Europe, en fait, de la culture européenne. Il y a peu d'auteurs tchèques qui soient passés on va dire, qui soient devenus vraiment d'envergure mondiale. Il y en a quelques-uns. Bon, Kundera est évidemment le plus célèbre, mais il a changé de langue aussi, au passage, comme d'autres. Et comme je l'ai résumé, là, il y a Schweik, donc il y a Hašek, le brave soldat Schweik. Donc, du coup, j'ai retraduit, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Et puis, il y a Harabar, que je viens d'évoquer aussi. Ces trois-là, ils sont disponibles en poche, ils sont partout. Et oui, je dis ces trois-là, mais j'en ai mentionné que deux, là, si je m'abuse. Le Donc, troisième, c'est Topol. alors non, c'est pas Topol, parce que je pense que personne parmi les libraires qui sont là va connaître Topol, ou ce serait intéressant que vous puissiez lever la main, mais je n'ai qu'une seule personne en vidéo, que je salue d'ailleurs, merci. J'aime bien voir les gens avec qui je parle. Euh, euh, je je pense pas que Topol a fait un livre qui a été repris en poche dans les années 90, qui a eu un certain succès en France, mais depuis, il est publié chez Noir sur Blanc par une excellente traductrice qui s'appelle Marine Canavaccio. C'est un très bon auteur, mais à mon avis, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite et il est pas si connu que ça en France. Je vois des caméras qui s'allument, merci beaucoup. Euh, donc, non, je pensais pour le XXe siècle à Čapek, tout simplement. Čapek qui est un peu connu aussi, mais moins que Harabal et Hašek. Čapek, mais qui devrait lui être en poche. Bon, enfin, je vais revenir sur ces auteurs-là peut-être progressivement. Donc moi, ce qui a été le déclencheur au niveau de la littérature tchèque, comment je l'ai découverte plutôt, parce que ce n'était pas le déclencheur pour la traduction, comme je viens de le résumer. La traduction, c'est un truc intime qui est lié pour moi à l'écriture et à la lecture. Le déclencheur, la découverte de la littérature tchèque s'est faite à la fac avec ce spécialiste donc, de la littérature tchèque. Je n'ai pas appris le tchèque, la langue là-bas. Le tchèque, je l'ai appris ici, avec mes amis, avec ma femme, voilà, en vivant ici. Mais la littérature, j'ai découvert là-bas des auteurs qui sont essentiels pour la littérature d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Par exemple, Bruno Schulz ou Witold Gombrowicz, qui sont complètement, qui sont aussi un des incontournables de la littérature polonaise, je pense que vous connaissez, et que moi je ne connaissais pas à l'époque. Et pareil pour donc Harabal et Hašek. Alors Hašek, mes collègues, enfin mes amis au lycée lisaient déjà le Brave Soldat Schweik, j'en avais entendu parler, mais pas de Harabal. Donc, et l'auteur sans doute que je préfère dans tout ça, en tout cas pour le XXe siècle, oui, c'est probablement Harabal, je pense. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus plu et le plus touché. Mais pour moi, ça se joue. Enfin, c'est pas vraiment comparable, quoi. Ouais. Enfin, j'ai répondu de manière un petit peu longue à la question. Non, non, c'était très intéressant. Et bah, peut-être qu'on peut justement, peut-être que tu pourrais parler de l'histoire de la traduction du brave soldat Schweik. Comment, parce que c'est une œuvre donc importante de la littérature tchèque qui avait été donc traduite une première fois en français, dont tu as fait la nouvelle traduction. Est-ce que c'était une commande? Est-ce que c'était toi qui t'étais intéressé à cette œuvre et qui avait commencé à la traduire? Ou est-ce que... Voilà. Alors oui, donc Schweik, c'est sans doute la traduction la plus importante que j'ai fait à ce jour. J'ai fait effectivement une vingtaine de traductions pour divers éditeurs, des petits, des moyens, des grands, et vraiment dans divers styles. Je n'ai pas vraiment de barrière avec les genres. Je lis de la BD, donc je traduis aussi de la BD, et j'ai vu émerger une très bonne BD tchèque. Là, en fait, il y a même plein de BD qui se traduisent, et pas plus tard qu'hier, on m'a encore proposé de traduire une nouvelle BD, donc je suis très content que ça fonctionne, parce qu'il y a 20 ans, la BD était moins connue. Je traduis de la poésie, parce que j'écris surtout de la poésie donc pour des revues, et des livres pour enfants aussi, mais évidemment, j'ai fait quelques romans. Alors, je fais que c'est un roman qui est maintenant dans le front mondial, c'est un roman qui est quand même, qui se vend toujours à hauteur d'à peu près entre 800 et 1000 exemplaires pour le premier tome, celui que j'ai retraduit en France chaque année. Et puis les autres se vendent beaucoup moins, c'est plutôt 400-500 et plutôt 100-200.
Ce qui explique qu'ils n'ont pas été retraduits, ceux-ci. Et ce Schweik, donc c'est un roman sur la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi un roman anarchiste. C'est aussi un roman, comment dire, c'est une énorme, gigantesque satire de la monarchie, de l'administration, et plus généralement, ça renvoie à des archétypes un peu comme Till l'Espiègle, euh, Ranza, donc Ivan l'Idiot, je ne sais pas, des personnages de la tradition slave, mais ou germanique, etc. On retrouve donc un personnage un peu d'idiot, mais qui en fait est futé, on ne sait pas vraiment s'il fait semblant d'être bête ou pas. Bon, je fais que ça donne lieu à des gloses infinies, il y a eu une infinité d'articles, il a été traduit dans une soixantaine de langues, il est toujours lu. C'est un roman absolument hilarant, qui est absolument génial, que j'adore, et qui n'a pas été fini par son auteur, qui est mort assez jeune, qui est d'ailleurs mort en 1923, donc on fête le centenaire. Donc j'avais un colloque hier sur lui, et puis un autre ce week-end. Euh, voilà. La première traduction du premier tome des Aventures du brave soldat Schweik, parce que Hachek est un personnage, l'auteur est absolument fascinant. Il a produit des centaines et des centaines de nouvelles. Il a eu une vie complètement incroyable. Enfin, il s'est marié 2 fois. Il est parti faire la guerre en Russie. Et puis, il a été prisonnier. Puis, il est passé du côté des soviets. Il a servi dans l'armée rouge. Il est revenu. Enfin, bref, c'est un personnage complètement inénarrable. Il a monté des entreprises d'arnaque et de revente de chiens comme dans le brave soldat Schweik. Enfin, un personnage haut en couleur, truculent, alcoolique évidemment au dernier degré, qui en est mort d'ailleurs assez rapidement. Euh, donc, il a fait essentiellement ce roman euh, et qu'il n'a pas fini. La traduction en français, elle avait été faite par un poète tchèque qui s'appelait Jindřich Hořeší, donc dans les années 30, donc une dizaine d'années après la sortie du livre tchèque. Et elle était un petit peu, on va dire, comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des petits passages qui manquaient, il y a des endroits où il a modifié des phrases, il avait adapté les noms de lieux. Euh, il avait, euh, il avait aussi, bon, sa maîtrise du français était un peu, on va dire, discutable à certains moments. Du point de vue des registres, c'est pas très bien unifié, etc. Enfin, il y avait pas mal de problèmes, quoi. Puis il avait choisi parfois des mots d'argot qui ont pas du tout survécu, qui étaient utilisés en 1930, 35, mais plus du tout maintenant. Bref, donc c'est une traduction qui avait quand même pas mal de défauts. Elle n'avait pas seulement vieilli, mais elle avait pas mal de défauts. Et donc, euh, tout le monde, enfin tous les gens qui s'intéressent à la littérature tchèque savaient qu'il faudrait la refaire, en tout cas celle du premier. Et donc moi, comme à l'époque j'avais peu de livres, peu de commandes et pour m'amuser, et comme je trouvais le texte super drôle, j'ai traduit les 10 premiers chapitres et je les ai envoyés à Gallimard pour leur dire, voilà, le, il faudrait refaire cette traduction. Et c'est resté bloqué pendant 6 mois. Et puis après, j'ai fini par recevoir une réponse. Il y a quelqu'un qui a fini par jeter un coup d'œil, qui m'a dit, OK, on y va. Et donc, j'ai refait la réduction du premier volume, mais c'est ressorti en poche. Ça a remplacé directement le poche. Alors là, il y a un apparat critique, il y a les illustrations, tout est unifié. Enfin, je pense que la traduction, j'ose espérer qu'elle est bonne. Euh, Par contre, donc, à cette occasion, donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à m'intéresser à ce projet. On était au moins 3 ou 4 sur le coup. Du coup, je me suis fait pas mal d'ennemis et ça a été un peu compliqué. Maintenant, c'est évidemment l'histoire ancienne. Mais sur le coup, ce n'était pas évident parce qu'il y a des gens qui avaient commencé eux aussi à travailler là-dessus. Euh, et pour revenir à cette édition en poche, donc elle est sortie en 2018. Elle s'est vendue correctement, mais elle a été peu diffusée parce qu'il n'y a pas eu, comme c'était directement en poche, il n'y a pas eu de ressortie de sortie en grand format. Et la même semaine que donc la sortie de Schweik, il y a une nouvelle traduction de 1984 de Orwell qui est ressortie en grand format. Et là, par contre, le battage médiatique a été énorme. Il y avait des articles partout, dans toute la presse, on en parlait, sur France Culture, en Télérama, les Inrocks, partout, 1984. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu quelques... Nous, on a eu 3, 4 articles juste genre, en attendant nos dos que ne lisent que les professionnels ou les gens de la littérature. Donc voilà, il n'y a pas eu il y a pas eu de pub, il n'y a pas eu de promo. Je l'ai un peu mauvaise, que j'en veux un peu à Gallimard sur ce coup-là, mais bon, le bouquin est très très bien, il est très beau. Et à mon avis, il va rester un peu, enfin, il est solide. Du coup, ça n'a pas été diffusé comme ça aurait pu. En revanche, l'éditrice finalement n'a pas voulu continuer, même si je l'ai pas mal houspillé, je l'ai taraudé pour qu'on fasse les 2 autres volumes. Le second volume, donc, qui est le livre 2, il est aussi en poche, mais c'est une autre traduction qui a été faite dans les années 60 par une traductrice qui s'appelle Claudia Ancelot, et la traduction est tout à fait correcte. Elle,
elle est un peu différente de celle que moi je ferais certainement, mais elle est bonne, elle est lisible. Donc, ce n'est pas essentiel de le retraduire, si vous voulez, c'est moins important. Ce serait bien d'unifier. Moi, j'aimerais bien avoir un beau Schweik comme ils ont fait en italien, comme ils ont fait en espagnol, comme on a fait en allemand, en un volume ou en 3 volumes, et une belle édition de Schweik avec, on va dire que ce soit unifié. Et le 3e volume, il est dans l'imaginaire. Donc là, on sort carrément de la collection poche, ce qui est quand même assez aberrant. Et du coup, ce qui fait qu'à mon avis, c'est aussi ça qui explique le fait que ces 2 autres volumes se vendent moins. Donc ça se mord un peu la queue. Et comme ils se vendent moins, bah, on ne les fait pas retraduire parce que ça coûte quand même cher de faire retraduire un livre. Même si le ministère de la Culture tchèque finance quasiment tous les projets de traduction, il y a des subventions. Euh, les éditeurs sont parfois réticents. Donc, j'ai pas réussi à les convaincre de faire refaire les 3 parce que voilà, c'est une histoire de sous, quoi. Voilà, c'est pour Schweik. Je vous ai résumé ça en 10 minutes. Mais je voulais peut-être revenir, tu as évoqué l'article que tu as publié sur l'état de la littérature tchèque contemporaine en France, qu'on pourra, qu'on enverra le lien, je pourrais le mettre aussi dans les commentaires ou on pourra vous l'envoyer par mail. Dedans, tu parles de choses très intéressantes sur l'asymétrie culturelle, le fait qu'il y ait plus d'œuvres traduites en République tchèque du français que d'œuvres traduites du tchèque en France. Mais tu évoques également les différentes phases d'intérêt de la littérature tchèque en France, avec un engouement dans les années 90, Harabal, Čapek, puis un essoufflement. Et en fait, dans ces vagues d'intérêt et de désintérêt, est-ce qu'il y a des auteurs qui seraient passés peut-être sous le radar ou qui mériteraient d'être plus connus selon toi et quels seraient-ils? Alors, pour les années, depuis 89, en fait, moi, j'ai fait une étude sur cette littérature contemporaine depuis 89. Xavier Galmich, dont j'ai parlé tout à l'heure, a fait une étude beaucoup plus importante sur l'ensemble des littératures, mais là, on sort un peu du sujet. Depuis 89, moi, je dirais qu'il y a 3 auteurs qui sont vraiment qui dépassent le format de leur littérature tchèque, d'Europe centrale. Donc, mais il y en a d'autres aussi, mais enfin, c'est difficile à résumer en 2 minutes. Mais pour moi, il y en a 3 vraiment qui sont vraiment incontournables. C'est Topol, on parlait de Joachim Topol, donc ça s'écrit Topol. Et c'est donc un livre a été repris en poche, le reste est chez Noir sur Blanc, je crois, essentiellement. Ensuite, il y a Michal Aivas, qui est assez extraordinaire, qui au départ écrivait de la poésie. Moi, j'en ai traduit un pour Mirobol, qui depuis a fait faillite. C'était une maison d'édition assez intéressante. Peut-être que vous avez vu. Ah oui, je vais montrer, voilà, je profite du fait qu'il y a une caméra. Je ne sais pas si ça marche toujours. Voilà, alors ça, c'est Schweik, c'est la nouvelle édition. Si vous voulez, je peux vous montrer l'ancienne, bien évidemment. Euh, voilà. Sauf que du coup, vous le voyez à l'envers. Non? Enfin, vous avez le texte, moi je le vois sur mon écran, le texte va de droite à gauche, c'est drôle. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, ça c'est l'édition donc en grand format de l'autre ville de Aivaz. C'était un texte qui est assez génial, qui est magnifique, mais qui est pas si facile que ça. C'est-à-dire que il y a des passages quand même très poétiques et très écriture automatique. Et le même éditeur a repris aussi L'Âge d'or, qui est aussi c'est des méditations très poétiques et métaphysiques en fait, avec des mondes un peu délirants, touffus, et c'est un peu surréaliste, on pourrait dire aussi, ou réalisme magique. Enfin, on a collé pas mal d'adjectifs à ces bouquins. C'est vraiment très très beau. Les romans qu'il a fait ensuite sont très volumineux, donc du coup pour l'instant c'est assez délicat parce que les éditeurs s'engagent difficilement dans la traduction d'un livre qui va leur coûter plusieurs milliers d'euros à traduire, même s'ils trouvent un financement. Et inversement, c'est tout premier, c'est des nouvelles ou voire c'est de la poésie. Et là c'est pareil, les éditeurs sont réticents. Et c'est ce qui nous amène à une question d'ailleurs qu'on a évoquée plusieurs fois. Les éditeurs français en général sont très très sélectifs. Ils veulent vraiment un roman dans l'idéal qui fasse entre 150 et 250 pages, d'un auteur qui soit vivant, qui soit si possible médiatique ou qui soit photogénique, etc. Enfin, il y a pas mal de paramètres. Et voilà, les auteurs ne remplissent pas forcément ces paramètres. Donc Aeva, c'est un peu particulier, mais c'est vraiment un super bon auteur, à mon avis. Et puis, il y a aussi Eugénique. Alors, Eugénique, donc Patrick Ouretnik, en français, lui a émigré en France en 84, un peu comme Kundera, et il écrit maintenant un petit peu en français, mais l'essentiel de son œuvre, il l'a écrit en tchèque, et ses bouquins sont hyper intéressants, c'est vraiment des méditations ou des réflexions. Alors, c'est souvent ironique, sarcastique,
Moi, j'avais découvert ça un peu parce que je m'intéressais aux utopies libertaires. Il a un bouquin qui s'appelle 1855 Instant propice qui parle de ça, sur un mode très, très critique, hein. Et puis, il a surtout son bouquin le plus connu, c'est Europeana. Donc, tout ça, c'est des bouquins qui sont sortis chez Alia. Tous ces bouquins en français sont sortis chez Alia. Je pense qu'avec Europeana, il a financé la maison pour 10 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisque c'est un bouquin qui s'est très, très bien vendu. Peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être que vous avez entendu son nom. Donc ces trois auteurs-là, pour moi, sont l'essentiel. Mais il y en a d'autres. Par exemple, on a parlé de Ota Pavel, qui cartonne complètement. Il a été repris en poche et là, il vient de sortir, enfin apparemment en toutes les langues. Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en parler, mais ça a été un coup de cœur dans plein de librairies. Ça s'appelle Comment j'ai rencontré les poissons. Voilà, apparemment, ce livre marche vraiment d'enfer. Alors, Ota Pavel, lui, il écrivait dans les années 70-80, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est déjà un peu plus ancien. Mais il ressort maintenant, en fait. Il est traduit maintenant en France parce qu'il était passé sous les radars, justement, comme disait Jamila, parce qu'il y a eu la période de dictature. Enfin, le régime communiste empêchait, enfin, bloquait la sortie de plein d'auteurs qui étaient considérés comme on va dire, euh, indésirables d'un point de vue idéologique ou quoi. Et donc, beaucoup sortaient en samizdat, ils publiaient en samizdat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très intéressant l'histoire de samizdat, et beaucoup étaient publiés aussi en exil. Là, je vais traduire un petit bouquin, c'est une dystopie complètement atroce, mais assez géniale, qui a été écrite dans les années 80, pour un petit éditeur qui s'appelle Les Monts Métallifères. Et c'est un bouquin qui est sorti justement d'abord en samizdat et ensuite à Toronto, donc en exil, chez des Tchèques en exil. Alors, il y a deux ou trois grands auteurs qui n'ont pas encore été vraiment traduits de la deuxième moitié du XXe et qui sont du même calibre que Hrabal, c'est Fuchs, Vanchura et Shkvoretsky. Les trois sont vraiment super bien, mais là, par contre, ils sont peu ou pas traduits, même si on en trouve sporadiquement quelques-uns. Donc, à mon avis, il va falloir faire un travail de traduction systématique et d'unification. Les éditeurs qui s'intéressent à ces auteurs sont généralement des éditeurs de taille moyenne. Par exemple, La Baconnière, qui a été reprise par Hippolyte Virag, qui a beaucoup travaillé sur la littérature hongroise. Par exemple, Cambourakis, mais qui reprend souvent des traductions libres de toi, etc. Voilà, c'était une réponse un peu longue, mais j'espère avoir été clair. J'espère aussi que je ne parle pas trop vite. Je ne vous vois pas. Ça me rappelle le Covid quand je... Merci. Voilà, super. Merci pour le pouce. Voilà, je ne sais pas si, Jamila, tu veux poser une autre question ou si... Non, non, enfin oui, j'ai d'autres questions. Oui, comment j'ai rencontré les poissons donc à Pavel. En fait, je voulais juste peut-être aborder un petit... Quand on a donc envoyé nos invitations, on a demandé un peu aux libraires qui allaient s'inscrire leur coup de cœur en littérature tchèque. Donc, on pouvait, enfin, j'ai pu voir un peu ce qui se connaît, ce qui était connu et ce qui était déjà aimé. Donc, on a du Kundera, évidemment. On a eu quelques Karel Čapek. On a eu Arabal, évidemment. Et on a eu d'autres titres peut-être enfin, qu'on n'a pas évoqué Ouais, ensemble. On a eu Les Cobayes de Ludwig Vakulik. Vatsolik. C'est un de ceux que je viens de mentionner. C'est un de ceux qui n'a pas été reconnu on va dire à sa juste valeur pour l'instant, puisque donc il a été ensuite, il était en froid avec le régime et puis il a publié en samizdat en fait. Et effectivement, Vatsolik, oui, là, ça devient un très grand nom. Mais je connais assez mal Vatsolik, hein, pour être honnête. Je connais pas tout en littérature tchèque. Et puis, on a eu un dernier, La Belle de Josa de Kveta Legatova. Ouais, c'est pareil. Alors, je ne l'ai pas lu non plus, mais il y a des gens qui ont adoré. Et ce bouquin, apparemment, a été. Enfin, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'il était super. Et je crois que je l'ai mis dans l'article que je vous ai envoyé. Ça a été traduit, les deux. Alors, le Vatsouli, il a dû être traduit dans les années 60-70. Il a dû sortir. Je ne sais même pas s'il n'est pas sorti chez Gallimard. Et La Belle de Josa, ça doit être aussi noir sur blanc, je crois. Euh, Ketalegatova, je vais vous dire ça même tout de suite. Du coup, non, c'est libretto. Libretto, c'est quoi? Est-ce que c'est une collection chez Actes Sud? Non, je sais plus. Non, ça doit être un éditeur. Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a d'autres bouquins de façon un peu sporadique qui sont, euh, qui sont assez chouettes. Euh, Peut-être en fouillant dans l'article que je vous ai renvoyé, vous trouverez des choses. Euh,
par exemple, Poláček sort chez Non-Lieu et La Différence, mais ça n'a peut-être pas aussi bien marché que ça devrait. Euh, ouais. Est-ce que tu avais d'autres noms encore, Et Jamila? justement, je vois dans les commentaires, on avait également eu Le nuage et la valse de Ferdinand Peroutka que tu avais également mis dans tes coups de cœur. Donc, Ouais, si Peloutka, ouais, ça, c'est à mon avis un très grand à lire, absolument. Libretto, voilà, libretto à la collection Poche de Phébus, c'est ça. Il me semblait que c'était une collection Poche de. Mais Noir-Simon fait un travail remarquable sur les traductions des pays de l'Est, évidemment. Oui, il y a ça, il y a Peroutka. Et puis il y a la différence. Alors il y a des trucs complètement dingues qui sont ressortis. Par exemple, il y a une traductrice qui s'appelle Erika Abrams qui elle s'intéresse que donc à des auteurs anciens. Alors c'est génial parce qu'elle fait que des trucs du coup vraiment très très bien. Moi j'étends un peu le spectre puisque j'ai travaillé pendant un temps comme traducteur, on va dire générique, commercial et technique. Je traduisais des textes, donc c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir traduire que de la littérature maintenant. Et j'enseigne à côté aussi, c'est mon deuxième job, hein. Je suis aussi prof en lycée, un petit peu à la fac. Euh, donc, elle se consacre uniquement à la traduction. Elle traduit des textes anciens. Elle a retraduit surtout, donc, elle a traduit Patočka, qui est donc le philosophe tchèque du XXe, un phénoménologiste, et puis phénoménologue, pardon. Et puis, elle a traduit surtout Ladislav Klima, qui est un auteur expressionniste du début du XXe, qui est complètement fou, mais qui est absolument génial. Alors ça, c'est vraiment très très bon. Et ça, c'est une espèce de lignée aussi. C'est une période que j'aime beaucoup, c'est la période de la décadence, donc la toute fin du 19e et le début du 20e. Ici, donc à Prague, mais aussi à Vienne et plus globalement dans l'Empire austro-hongrois, on a une esthétique qui est vraiment intéressante en fait, qui se développe. Et Climat, c'est un expressionniste, donc c'est assez fou, mais c'est vraiment pas mal. Mais c'est évidemment invendable, comme la plupart des bouquins, vraiment très bons. Et là. éventuellement, si d'autres personnes ont des coups de cœur à nous partager en commentaire, mais justement, donc on a eu ces coups de cœur de libraire et ces recommandations. Et peut-être que Benoît, tu peux nous parler de quelques titres que toi, tu aimes en littérature, soit contemporaine, soit du XXe siècle en littérature tchèque. Moi, je pense notamment, tu avais évoqué dans ta petite bibliographie qu'on partagera à la fin de la rencontre, La maison aux mille étages de Jan Weiss et Passage de Karel Peka. Oui, tout à fait. Ça, effectivement, on peut considérer que c'est des perles un peu. Alors, Yeti Weiss, il a été redécouvert. J'ai failli le traduire, puis finalement, c'est une collègue Rudy Santorin qui a démarré à peu près en même temps que moi. Et là, donc, La maison aux mille étages, c'est ressorti chez Hachette il y a quelques mois. Donc, c'est tout frais. J'ai pas lu sa traduction. Moi, j'ai lu la vieille traduction qui était assez peu lisible. C'est un texte qui est très dense, qui est touffu, donc qui n'est pas forcément facile à apprécier, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et en fait, c'est un personnage qui est, comment décrire ça, qui se retrouve sans savoir d'où il vient vraiment, donc c'est un peu expérimental, dans une gigantesque ville, mais qui est une ville fermée en fait, avec des salles et des différentes régions en fait dans la ville, etc. Et donc il déambule là, il rencontre des gens, il essaie de comprendre comment la ville fonctionne, et puis donc il essaie de retrouver un personnage, il essaye de retrouver le. Et en fait, c'est globalement assez expressionniste justement. Alors c'est post-expressionniste, c'est des années 30, mais c'est en fait de la science-fiction. Et c'est un monde qui est un peu totalitaire aussi, donc il y a un côté un peu, je crois que l'éditeur l'a vendu en disant que c'était un peu comme Zamiatin et comme Orwell. Ça a un côté quand même beaucoup plus rigolo et beaucoup plus poétique que Zamietin ou Orwell, hein. C'est quand même assez sympa à lire. C'est assez onirique. Moi, je dirais plutôt que c'est un espèce de cauchemar. C'est aussi une description d'une société capitaliste qui est un peu dégénérée. Donc, c'est un peu intéressant. Moi, je vous le recommande. J'ai vu que les commentaires de lecteurs étaient pas aussi bons que ce que je pensais. J'étais surpris, les retours. Mais je pense que oui, c'est un bouquin assez extraordinaire. Enfin, moi, j'ai des souvenirs assez précis, puisque du coup, j'ai fait une fiche de lecture et j'avais commencé à bosser dessus avant de savoir que ma collègue était dessus, parce qu'en fait, plusieurs éditeurs sont tombés sur ce bouquin à un même moment. Passage de Petska, c'est aussi assez kafkaïen, c'est aussi une histoire d'enfermement. Donc, c'est un personnage qui est enfermé, et là, c'est par contre plutôt une critique du régime communiste et d'un régime totalitaire, en fait. Et donc, oui, c'est complètement post-kafkaïen pour le coup. Donc, ça, c'est une grande lignée de la littérature tchèque, un personnage qui perd le sens dans ses déambulations, ses pérégrinations, qui perd le sens euh,
de ce qu'il est en train de faire. Et donc, il est enfermé dans le passage Lucerna, enfin un passage en fait à Prague, il n'est pas nommé, c'est l'équivalent du passage Lucerna, donc c'est un espèce de grand complexe de bâtiments. Et en fait, il finit par ne plus pouvoir en sortir parce qu'il trouve toujours des choses à faire. Et c'est assez fascinant comme texte. Euh, c'est plutôt des textes sombres, les deux. Beaucoup plus, je pense, que d'autres textes qu'on peut trouver qui sont. Moi, personnellement, enfin, si j'avais un bouquin, si vous n'avez pas lu par exemple, Harabal, il faut vraiment lire Moi qui ai servi le roi d'Angleterre et Une trop brillante solitude aussi, parce que c'est vraiment génial. Et tout, plus généralement, tous ces bouquins sont absolument extraordinaires. C'est vraiment. Pour moi, c'est meilleur que Kundera. Même si je connais bien Kundera, clairement, c'est largement au-dessus, parce qu'il y a une ligne immédiate, et puis c'est très tchèque, quoi. Euh, c'est une ligne dans la littérature tchèque, c'est une lignée des palabreurs, c'est-à-dire le personnage qui raconte et qui raconte et qui empile des histoires et qui n'en finit pas de parler. Mais on déambule dans ces histoires avec un plaisir infini. C'est absolument pas fatigant. Et il y a énormément d'humanité, il y a énormément de tendresse, mais ça tombe jamais dans le mélo ou dans Il y a quand même une exigence assez forte derrière. Donc vraiment, la balle, c'est ça. Et c'est une lignée, en fait, qui est plus ou moins fondée par Zweig et par Hachek. C'est la palabre. La littérature à la Kafka, c'est-à-dire sur l'absurdité, qui est quand même, ça vient de Kafka, mais Kafka écrivait en allemand, ce qu'on a vu quand on était à Veules-les-Roses. Et Kafka, c'est pas la littérature tchèque, c'est la littérature germanophone, mais c'est la littérature pragoise. Donc il y a quelque chose en commun. Et indubitablement, il a été influencé par les auteurs tchèques. Donc ça se rejoint quand même un peu. Euh, et puis, bah, peut-être il y a d'autres. Et la littérature contemporaine tchèque, en fait, elle se cherche beaucoup. On attend un petit peu qu'il y ait des grands, grands noms qui émergent. Et pour l'instant, on a des très bons romans, mais on n'a pas peut-être d'auteurs qui soient vraiment de portée mondiale, dont on puisse dire, waouh, ça c'est un auteur qui est absolument, qu'on lira encore dans 150 ans et qui est nobelisable, je ne sais pas. Mais il y a pas mal de petits auteurs qui méritent d'être suivis et qui sont intéressants. Alors là, je voulais vous montrer peut-être aussi des BD. Par exemple, ça, c'est la BD dont on a parlé tout à l'heure, qui est sortie chez Glénat, qui s'est vendue correctement, je crois, mais peut-être pas autant qu'elle aurait pu, mais ça va, c'est quand même relativement. Et c'est une adaptation donc contemporaine d'une pièce de théâtre qui s'appelle R.U.R., donc de ce fameux Karel Čapek, donc qui vivait, qui est mort à la fin des années 30, en 38, 39. Et dans cette pièce de théâtre, en fait, il invente le mot robot. Enfin, plus précisément, c'est son frère, Karel Čapek, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, qui était aussi écrivain. Et c'est une pièce sur. Donc, les romans de Čapek parlent vraiment de l'intelligence artificielle, de la déshumanisation, de la maladie, de la montée du fascisme, enfin, de thématiques qui sont absolument contemporaines. Donc, Čapek, il est traduit de manière un peu disparate, il devrait être disponible en poche partout, ça c'est clair et net, quoi. Mais voilà, c'est un combat de titans à 5 ou 6 traducteurs et quelques éditeurs pour arriver à, à- voilà, à rendre visible en fait ces auteurs qui le méritent, quoi. Euh, si, alors il y a plein d'auteurs femmes qui émergent en ce moment, et d'ailleurs c'est dans l'article, vous trouverez certainement un autre article aussi sur, je crois que c'est dans, c'est dans Actualité, un article qui a été fait finalement par une collègue et qui parle de littérature tchèque. Il y a plein d'autrices tchèques en ce moment, et en fait, il y en a plus que d'auteurs hommes. Là, je suis en train de traduire une autrice qui est vraiment très bonne, enfin et donc c'est pour Seuil, ça sortira l'année prochaine. C'est un roman noir, euh, une sorte de thriller, mais très psychologique euh, ouais, enfin, ça a peut-être pas beaucoup de sens de m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment une écriture intéressante. Il y a Petra Hulova qui a eu un titre de traduit. Euh, Peut-être ça vaut pas le coup. Il y a Faulerova, elle a reçu le prix de l'Union européenne, mais c'est pareil, elle n'a pas encore été traduite ou elle l'a pas été pour l'instant. Il y a Tuchkova, qu'il faut peut-être mentionner, mais là on change un peu de catégorie. Donc Tuchkova, c'est un roman historique. Là, son roman vient de sortir, c'est ma collègue aussi, Eurydice Saint-Lantanin, qui l'a traduite, et ça s'appelle Les dernières déesses, ou les déesses. Je ne sais pas comment elle a traduit le titre d'ailleurs, mais je pense que c'est Les dernières déesses. Et c'est sorti. Alors c'est sorti chez un éditeur de romans de romans à l'eau de rose. C'est un peu une catastrophe parce que c'est pas du tout ça, hein. C'est un roman historique qui est très intéressant.
Et elle a reçu ici un prix national de littérature, donc elle est, elle a un excellent niveau. Et puis, par exemple, moi j'ai traduit l'année dernière Alana Molsteinova qui est sorti chez Bleu et Jaune. C'est un roman historique aussi classique. C'est une histoire un peu tragique en fait qui parle de la Deuxième Guerre mondiale des années 50 et de la Shoah essentiellement. C'est un roman qui se lit en très peu de temps, qui se lit très très bien, qui a été un succès gigantesque ici. Actuellement, oui, il y a énormément d'autrices femmes et en fait à tel point que, enfin, elles sont clairement meilleures que les hommes actuellement, quoi. Voilà, si ça répond à la question. Mais je ne sais pas quoi vous recommandez. Moi, je vous recommanderais bien le Tuchkova. Donc, je ne sais pas s'il faut que je mette le lien. Ça... Excuse-moi. Dans la liste, dans nos recommandations de libraire, on avait une recommandation de la Grande Ourse Kveta Legatova dont on a parlé Oui, de Josa. Donc, mais c'est peut-être plus ancien, c'est moins contemporain. Voilà. c'est plus ancien, c'est moins contemporain, c'est les années 60, exactement. Ouais. Euh, voilà, les déesses de Jitkova. Et là, mais ça, c'est un article mais sur le livre avant qu'il soit traduit. Ouais, parce que Radio Prague, donc c'est notre radio française, les éditions Charleston. C'est sorti aux éditions Charleston. Je ne sais pas si vous connaissez. Ne vous fiez pas à l'édition, c'est un bon bouquin. Voilà. Et, euh, et, et Hannah Morgensteinova, donc c'est sorti chez Bleu et Jaune. Mais il y a des autrices, donc Follera, par exemple, moi j'aimerais bien la traduire et peut-être ça va se faire. C'est beaucoup plus expérimental, c'est beaucoup plus punk comme écriture et c'est vraiment subversif. Et voilà, mais c'est plus difficile à traduire parce que c'est moins commercialisable. Et voilà, c'est parce que là, donc les deux, Tuchkova et Mancheinova, c'est des romans historiques, on va dire un peu traditionnels. Il n'y a pas de rupture avec le roman classique, il n'y a pas de recherche de forme. Voilà, tandis que, mais on a aussi des autrices qui testent, qui sondent, qui approfondissent les limites. On pense que le prochain grand écrivain tchèque sera une grande écrivaine. Ça pourrait être Petra Hulova, parce qu'elle est en train d'expérimenter pas mal. Et elle a fait, par exemple, une dystopie sur le féminisme. Mais moi, j'ai refusé de la traduire. J'ai fait une fiche de lecture pour Gallimard parce elle démolit le féminisme et que j'étais pas d'accord avec elle. Donc, je ne traduirai pas ce roman. Je suis désolé. Mais là, c'est une histoire d'engagement personnel. Si j'ai une collègue ou un collègue qui veut le traduire, qu'il le fasse. Mais un roman voilà, qui va à rebours. Je suis d'accord pour la pluralité de la discussion, hein, mais, mais de là à traduire un roman qui va contre mes idées, c'est un peu trop, aller un peu trop loin. J'essaye de vous trouver le lien et je ne sais pas si quelqu'un a une autre question ou une remarque. Oui, on a encore une dizaine de minutes, donc si quelqu'un a des questions. euh, Alors, j'essaye de trouver pendant ce temps-là. Alors, évidemment, je peux vous trouver des liens un petit peu sur tous ces livres dont on a parlé. Euh, Legatova, on doit pouvoir trouver aussi Le nuage et le pantalon. Oui, c'est des livres qui sont... Bon, on va essayer de mettre le lien. Hop. Et donc, Petra Oulova, c'est donc une dystopie anti-féministe. Oui, en quelque sorte. D'accord. C'est-à-dire, c'est Et est-ce- un de ces romans, donc c'est l'histoire du mouvement, c'est en fait un monde projeté où c'est un mouvement en fait féministe qui a pris le pouvoir et voilà, ça vire au cauchemar absolu. Euh, alors toutes les idéologies peuvent virer au cauchemar, hein, que ce soit les meilleures, qu'elles soient de droite, de gauche, qu'elles soient avec toute la meilleure volonté du monde, ça c'est un fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, moi j'étais pas d'accord avec l'idée de base. C'est-à-dire que je pense quand même qu'à la base du combat féministe, il y a il y a des bonnes raisons. Donc, c'est fondé. Donc, voilà, c'est pas. Mais bon, globalement, enfin, voilà. Après, on rentrait dans la politique ici et globalement l'orientation politique, etc., des auteurs, ce serait une autre discussion. Euh, Comment se portent les libraires et l'édition à la République tchèque et y a-t-il beaucoup de librairies indépendantes? Alors, une question, on peut aussi parler assez longtemps. Euh, Oui, alors le marché du livre, il est structuré différemment.
en fait, quand les livres sortent, ils sortent en grand format et ils sont cartonnés. Donc, ça fait des bouquins qui sont très beaux. Ils ne sont pas nécessairement très chers. Ils coûtent en général entre 10 et 20 euros, ce qui est bon, le prix d'un grand format en France. Mais pour le pouvoir d'achat local, ça va. Bon, c'est pas non plus, ça peut être bien. Il y a beaucoup aussi d'œuvres complètes qui ressortent aujourd'hui d'auteurs qui n'ont pas pu être publiés sous le communisme et qui sont très, très intéressantes. Ça fait des séries magnifiques. En revanche, alors la différence avec le système français, c'est que quand ces éditions sont épuisées, si le livre a marché, il est réédité et on fait des réimpressions et on en fait tant qu'il se vend et puis après c'est terminé en fait. Et le livre est rarement repris en poche. Alors qu'en France, par principe, dès qu'un livre a franchi, on va dire, un certain seuil, alors est-ce que c'est 5 000, est-ce que c'est 10 000, ça dépend un petit peu, mais en gros, il est repris en poche. Et là, ça veut dire qu'il est vraiment diffusable et diffusé partout en France. Donc ça, c'est une structure différente. Et quand on veut un classique ici, il n'est pas forcément disponible tout de suite. C'est-à-dire, si je veux mon Victor Hugo ou mon Dostoevsky ou, je sais pas, mon Cervantes, il va falloir, je ne suis pas sûr de l'avoir en librairie. Ce qui est quand même pas le cas en France. En France, dans n'importe quelle librairie, on sait qu'on aura forcément Don Quichotte, c'est obligé. Et on aura peut-être même 2 ou 3 traductions. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le réseau des bouquinistes. Et là, les bouquinistes, ils se sont super bien organisés. Donc, ils ont des métasites qui référencent leur site. Et on peut trouver tous les bouquinistes qui ont et toutes les différentes éditions, etc. Donc, en fait, il y a une espèce de marché parallèle. Donc, il y a les nouvelles les éditions qui sortent et ensuite les livres d'occasion. Et puis, bon, il y a aussi quelques librairies qui tentent de s'implanter et de faire du bouquin à bas prix, du low cost, quoi, en quelque sorte. Et c'est des chaînes, en général, c'est des bouquins qui sont un peu moches, un peu comme les bouquins français, d'ailleurs, parce que finalement, le livre de poche, c'est quand même un livre qui est quand même pas très beau, hein, au départ, il faut bien le dire, même si moi, j'aime bien. Et ils, euh, ils arrivent à tirer ils retirent des classiques, mais ils ne le font pas de manière systématique. C'est-à-dire, on n'aura pas tout Bulgakov ou, je sais pas moi, tout Gogol en poche. Ils vont faire 1 ou 2 titres parce qu'ils savent que ces titres se lisent et se vendront. Et sinon, il y a des libraires, oui. Il y a les poches de Zuma sont très beaux, oui. Alors, il y avait je vous recommande sur France Culture, il y avait euh, un petit, comment dire, un petit reportage hier, enfin moi j'ai vu passer ça hier sur les réseaux sociaux, qui parlait justement des couvertures des poches et des couvertures des livres en France plus généralement. Et enfin pour moi c'était vraiment intéressant et je sais que pourtant des bouquins je fréquente ça depuis longtemps comme vous, mais il parlait en fait des éditions blanches et des livres blancs, en fait des couvertures blanches. Et Zulma est cité, d'ailleurs, est mentionné pour l'esthétique et la qualité de son travail graphique. Donc, si vous avez l'occasion, tapez France Culture couverture poche. Enfin, ça va sortir, je suppose, dans les premiers résultats, ou mieux sur Facebook, quoi, ou sur Instagram, si vous y êtes. Ça, c'est effectivement intéressant de voir en fait le rapport au livre. Et dans le monde anglo-saxon, donc les couvertures sont tout de suite beaucoup plus travaillées. Eux, ils font ça aussi même pour les BD. Les BD sortent rarement en édition souple. Remarque, les BD en France aussi, c'est rarement souple. Mais je veux dire, ils font même peu de BD, le format classique de la BD. euh, oui, les diverses éditions de poche sont en train de beaucoup. Oui, effectivement, c'est ce que dit d'ailleurs aussi le reportage. Il y a une évolution forte en France à ce moment-là, c'est en train de muter complètement. Mais pour en revenir à la BD, par exemple, donc on se retrouve avec ces grosses BD qui sont énormes et qui sont magnifiques. C'est des gros bouquins, quoi. En fait, on dirait un livre d'art. Moi, j'ai traduit aussi cette BD qui est absolument géniale, donc c'est une des meilleures. C'est Lynchien, donc pareil, encore une fois, c'est un peu, on va dire. Un univers un peu glauque, c'est psychologique, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Et ça fait 280 pages, cartonné, voilà, c'est vraiment un super beau bouquin. Euh, voilà. Euh, pour en revenir, donc les livres, ils sortent, ils sont comme ça, et là actuellement, il y a un boom, c'est un âge d'or littéralement, ça a démarré dans les années 2000, parce que dans les années 90, en fait, tout le monde cherchait ses marques, les nouveaux éditeurs n'étaient pas encore lancés, parce que donc les éditions avant, c'était uniquement national. Donc qu'est-ce que ça voulait dire sous le régime communiste? Ça veut dire qu'un écrivain qui était accepté, qui était reconnu et qui était conforme à la ligne idéologique, il était tiré à 100 000, cash, direct. Il ne faisait pas dans le détail, alors qu'aujourd'hui, on est sur des chiffres qui sont un peu comme en France.
On avait peut-être mentionné d'ailleurs l'exception. C'est intéressant à dire. On vend et on tire beaucoup plus de nouvelles et de poésie ici qu'en France. Et j'ai des amis poètes, parce que moi je traduis de la poésie, j'en écris. Et c'est, on va dire, on va dire mon groupe natif. Ils sont, il y a des poètes ici qui tirent à 2000 ou 3000, ce qui c'est pas possible en France, quoi. Même les plus connus ne peuvent pas se permettre des chiffres comme ça. Euh, oui, alors je lis le grand format a beaucoup de mal en France et c'est lié au prix de vente qui a beaucoup augmenté. Ouais. Oui, même moi, ça m'arrête aussi, hein, le prix des grands formats. J'étais en France justement, j'étais à Paris, invité par Zuma il n'y a pas longtemps, et j'en ai acheté un ou deux et ouais, ça fait mal, quoi. C'est que le prix du grand format, il est quand même vraiment, c'est un peu rédhibitoire. Pour revenir au marché tchèque, donc voilà, on a cette structure. Euh, Je reviens à... Alors, on a des libres... Est-ce qu'on a des librairies indépendantes? Oui, il y a des super bonnes librairies à Prague euh, qui font un travail génial. Au même titre qu'il y a plein de cinémas d'art et d'essai, hein, mine de rien. Alors, il y a des secteurs dans la culture qui sont un peu moins intéressants que d'autres, on va dire. Euh, mais il y en a qui se portent très bien et qui fonctionnent. Les Tchèques lisent beaucoup. C'est vraiment un peuple de lecteurs. Ils adorent les livres. C'est un marché qui fonctionne, hein. Là, il y a eu une nouvelle très très mauvaise, c'est que donc le nouvel gouvernement de Fiala a décidé de remonter la TVA, je crois, mais même plus qu'à 21, ça doit être 22 ou 23% sur les livres. Ça va pulvériser le secteur. C'est une catastrophe absolue. Donc, il y a eu plein de réactions. Moi, je suis ça. Parfois, je soutiens un petit peu, si je peux, mais ça va, à mon avis, ça va être un carnage. Je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs et de libraires aussi qui vont morfler, qui vont peut-être mettre la clé sous le paillasson. Euh, mais on a des petits libraires. Et puis on a pas mal de. Donc pour les éditeurs, c'est vraiment très divers aussi. On a des gros éditeurs, entre guillemets gros, hein, pour le marché tchèque, donc qui couvrent et qui font de la littérature très grand public traduite et de la littérature tchèque et qui font aussi des livres plus rares, des nouvelles, de la poésie. On a des éditeurs de taille moyenne. Et puis, on a des petits micro-éditeurs qui font plein de travail. Donc, il y a des festivals, il y a des très bons éditeurs indépendants. Donc, c'est vraiment très dynamique, ça bouillonne. Et c'est maintenant que c'est en train de se voir en France, je pense. Parce que là, on a vraiment des livres qui vont passer de manière euh, vraiment, ça va s'accélérer énormément. Enfin, moi, je vois, rien que là, sur les 6 derniers mois, on me demande de traduire plein de bouquins pour enfants et de BD. Alors, je pense que c'est pas seulement le fait que j'ai plus de contacts, mais c'est aussi le fait que voilà, il y a un intérêt réel et la production est réelle, elle est meilleure, elle est plus intéressante. Voilà pour le marché du livre. Euh, si vous avez d'autres questions, Oui, peut-être. si on a une dernière question peut-être, sinon une Alors, dernière recommandation, Benoît. euh, moi, j'ai déjà beaucoup recommandé. Je pense que il faut que peut-être ça vaudrait le coup, ouais. Si vous avez, parce que c'est vous qui faites un travail essentiel, hein, pour les livres, et je le dis en tant que traducteur et un peu, entre guillemets, en tant qu'auteur aussi, puisque moi, je suis diffusé par un petit diffuseur qui s'appelle Serendip, qui est tout petit, mais qui fait un super travail. Vous faites un boulot qui est essentiel. Donc, si vous avez l'occasion, voilà, donnez la parole aux auteurs, aux traducteurs, les faire venir, diffuser les livres. Voilà, c'est vous qui aussi euh, faites vivre le livre auprès des lecteurs. Les, les éditeurs sont essentiels dans le fait qu'ils voilà, ils vont trouver le texte, ils vont aller le chercher ou on va leur proposer, ils vont rendre possible ce livre, mais sans vous, sans les libraires, il n'existe pas. Euh, donc, euh, donc, si vous avez la possibilité, ouais, de jeter un coup d'œil aux livres qu'on a évoqués, que ce soit donc les classiques tchèques, Švejk, Hrabal, Čapek, qui ont vraiment des œuvres assez diversifiées, mais aussi voilà, ces livres un petit peu plus rares qui peuvent être intéressants. Et ça vaut aussi évidemment pour d'autres littératures qui sont un peu derrière l'horizon, en fait, qui sont un peu cachées en France et qu'on voit émerger de façon épisodique. Euh, il faut se rendre compte que, en fait, en France, donc, la part de la littérature traduite, c'est à peu près 15%. Aux États-Unis, c'est entre 3 et 5%, c'est minuscule, donc ils ne nous voient pas. Ils ne voient rien, ils voient que leur propre nombril. En revanche, les Tchèques, par exemple, c'est entre 30 et 40%, c'est 30-35.
Et donc, les Tchèques, ils nous voient beaucoup, ils nous traduisent. Et donc, quand on arrive, en fait, on est complètement excentré, on a un regard sur sa culture qui est très différent. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de traditions de l'Est depuis quelques années. Alors, c'est ce que moi, je pense. J'ai cette impression, mais je me méfie de ressenti. C'est pas parce que je les vois passer ou que je vois un ou deux articles à droite, à gauche. Voilà. Il faut des chiffres à l'appui en général. Donc, il faut aller documenter ça pour être sûr que ce soit pas une impression. Parce que ce que disait mon prof, qui est un peu, bon, c'est la génération précédente, et lui, il est un petit peu désabusé par rapport aux années 90. Dans les années 90, donc le rideau de fer étant tombé, il y a eu un boom, un regain d'intérêt massif pour les littératures de l'Est et beaucoup d'auteurs ont été traduits. Et c'est vrai qu'il y a eu un creux très probablement entre 2000 et 2015, quoi. Mais je pense que ça revient, ils se cherchent. En tout cas, moi j'ai vu émerger une BD de qualité, ce qui n'existait pas. La poésie, c'est impossible à faire passer, donc là c'est la lutte permanente, mais on y arrivera. Et en roman, bah, comme je vous le disais, voilà, il y a des auteurs contemporains qui méritent d'être suivis. Il va falloir suivre ça, quoi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je ne suis pas pris par le temps. Enfin, pas a priori. Bonjour, dans le cadre de mon master, j'ai traduit un roman du français vers l'arabe. J'envisage de publier ma traduction. J'aimerais savoir quelles sont les démarches à faire en général. Alors, bon courage. C'est ce que je disais à une collègue. Mais vraiment, hein, sincèrement, c'est démarrer dans ce métier de traduction littéraire, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Parce que ça prend un temps infini pour tout, pour trouver un éditeur, pour qu'il vous fasse confiance, pour faire revoir la traduction, euh, pour soi-même apprendre le métier, parce que c'est un métier d'une difficulté incroyable. Il n'y a personne pour vous former. Moi, j'ai eu trois personnes essentiellement dans ma carrière pour l'instant qui m'ont. Ça a été Xavier Galmus, donc de Paris 4, qui m'a mené à ça, qui m'a dit allez-y, traduisez, vous pouvez le faire et c'est bien. Et puis ensuite, il y a eu Patrick Ogenic que j'ai traduit. Et là, je lui ai écrit pour lui dire voilà, j'adore vos bouquins. Est-ce que je peux vous traduire? Il m'a dit bah, pas les anciens, mais si vous voulez. Il s'est renseigné sur moi. En fait, il a appris un petit peu qui j'étais. Et il m'a dit bah, vous pouvez traduire ma poésie si vous voulez. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a, lui, traduit extrêmement bien. Alors, on n'est plus du tout d'accord, par exemple, sur politiquement, on n'a pas du tout les mêmes orientations, mais je le respecte infiniment en tant que traducteur. C'est un maître pour moi. Et lui, il m'a appris l'exigence et la façon de retravailler le texte. Et puis, la troisième personne qui était importante pour moi, c'était Annie Kozimour, qui est à Grenoble. C'est une micro-éditrice qui fait des livres qui sont traduits du tchèque, d'un auteur tchèque du XXe qui est un poète mystique de la moitié du XXe siècle, la pourrait être du milieu du XXe siècle, qui s'appelle Reinek. Reinek, ça s'écrit. Donc elle n'a pas de diffuseur, elle les fait vraiment, elle les diffuse on va dire, par les moyens du bord, quoi. Et donc c'est dans quelques librairies, mais elle fait même pas trop la démarche de diffuser en librairie. Et elle m'a fait revenir à la poésie. Voilà. Pour moi, c'était vraiment essentiel. Alors sinon, pour répondre vraiment de manière plus précise à la question, la démarche normale, c'est d'envoyer son manuscrit. C'est comme pour un auteur, hein, c'est pareil, c'est on envoie son manuscrit à un éditeur. Et on prie pour qu'il le lise et on prie pour qu'il l'apprécie. En général, ça ne marche pas. 9 fois sur 10, j'ai même envie de dire 999 fois sur 1000, ça ne marche pas. Mais un miracle peut se produire. Alors, il ne faut pas hésiter à recommencer, à harceler les éditeurs aussi, mais vraiment, il faut les harceler, il faut les relancer. Et il faut relancer, il faut renvoyer les manuscrits. Et puis peut-être, surtout là, je ne sais pas, donc la personne qui écrit ça, moi je vous conseillerais de vous mettre en relation aussi avec des personnes qui connaissent ce milieu. C'est-à-dire, pas hésiter à passer chez un éditeur, rencontrer les profs qui enseignent cette littérature, essayer de se mettre en contact avec des traducteurs existants qui vont pouvoir vous conseiller, qui vont pouvoir regarder, jeter un coup d'œil à votre manuscrit et qui vont dire oui, ça irait bien chez tel ou tel éditeur. Par exemple, maintenant, en fait, moi, je vois très très bien tel éditeur. Par exemple, là, Puchkova, elle va pas du tout chez Charleston, c'est une catastrophe. Mais bon, et inversement, Manstein, que moi j'ai traduit, Rana, c'est un roman que j'ai traduit quand même globalement parce que voilà, ça se faisait bien et plus pour le fait de le traduire pour le plaisir, mais c'est pas par pure passion, on va dire. Il aurait pu être édité chez un éditeur comme Charleston plus facilement. Donc en fait, il y a des erreurs d'aiguillage parfois qui se produisent. Euh, donc,
donc oui, essayer de trouver des contacts dans ce milieu et parce que juste d'envoyer des manuscrits, c'est difficile. Mais ça peut marcher. Donc il faut envoyer un extrait ou avec un synopsis aussi, une espèce de descriptif une fiche de lecture si possible. Donc une fiche de lecture, c'est en général un synopsis très précis et détaillé, donc un spoil total, hein, parce qu'on raconte toute l'histoire. Et ensuite, une mise en perspective et une critique. Donc c'est un travail de critique littéraire. Et puis, donc mettre une fiche de lecture, mettre tout ça, expliquer pourquoi il est important, pourquoi il est bon, pourquoi il vous plaît, et puis expliquer et vérifier que votre traduction est bonne, etc. Quand on démarre, c'est pas évident non plus. Et moi, je travaille d'une langue que les éditeurs ne peuvent pas vérifier, donc souvent c'est assez comique. Et parfois, c'est assez atroce aussi, parce que donc ils prennent souvent, si le livre existe en anglais, ils vont comparer chaque mot de ma traduction avec la traduction anglaise. Alors bon, le traducteur anglais, il a fait ce qu'il voulait. Parfois, moi, je traduis différemment. Il faut que je me justifie. Bon, c'est le métier, hein. Quand on est traducteur, on relit le texte. Un roman, on le relit 5 ou 6 fois. Il faut vraiment être prêt à remettre, passer des heures dedans. Euh, il y a un travail qui est très important avec les correcteurs aussi, qui vous aide à reformuler, qui traque les erreurs ou les glissements et qui font un travail formidable et fantastique d'unification de style, de recherche qui est très importante. Euh, et puis, oui, on relit en permanence. Et puis, fondamentalement, le fait de traduire un texte, ça veut dire aussi de le comprendre presque mieux que l'auteur. Hein, c'est toujours très drôle, c'est-à-dire que souvent, on se retrouve dans cette situation, on va poser la question à l'auteur et il va dire, ah bah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ce qui appelle, bon là, on va rentrer dans la théorie de la traduction, je ne vais pas vous faire un cours de traduction, mais il y a il y a souvent il faut désambiguiser. Donc, on est obligé de couper. Et effectivement, s'il y a un double sens, pas malheureusement, on peut en construire avec un. Alors, l'idée, c'est d'en reproduire un autre ailleurs. Donc c'est le travail de traduction lui-même. C'est le travail sur le texte, quoi. Bon courage, allez-y, mais acharnez-vous si vraiment vous voulez le faire. Il faut vraiment s'acharner et ça prend des années. Mais par contre, après, c'est un pur bonheur, quoi. On peut choisir les textes qu'on veut, on se lève le matin, on traduit ce qu'on aime. C'est le boulot de rêve, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, Benoît. Euh, voilà, c'était très intéressant. Et puis, on va partager la liste à la fois de tes recommandations, des recommandations des libraires et de nos coups de cœur à la librairie. Encore merci à tout le monde d'avoir participé. On a au mois de mai une mise en avant de la littérature norvégienne. Donc, on va recevoir le traducteur Jean-Baptiste Courceau. Et donc, j'espère que pour les personnes qui n'auront pas pu venir ou les personnes qui sont venues pourront assister à cette masterclass également. Et puis, encore merci beaucoup, Benoît. Je pense que tout le monde a beaucoup apprécié ta enfin, ce que tu Merci. as Bah, de expliqué. rien, c'est un plaisir. Enfin, moi, j'adore parler. Là, c'est un peu traumatisant. Ça me rappelle, j'ai passé un an à faire cours à distance à mes élèves. Donc je ne suis pas hyper fan, hein, enfin, je le fais, mais je préfère voir les gens en vrai. Mais ouais, c'est chouette. Et puis, voilà, pour le coup, enfin, je suis très habitué maintenant à communiquer avec les éditeurs et les auteurs, mais beaucoup moins avec les libraires. Et encore une fois, voilà, votre travail est fondamental. N'hésitez pas à aussi inviter peut-être aussi des gens dans les librairies. Ça fait des rencontres et c'est assez riche, quoi. Euh, voilà. Ah, merci à vous. Et puis, bah, je ne sais pas s'il y a encore une remarque ou Jamila, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que ça a vraiment été très complet. Et puis, je pense que là, la liste va être bien reçue par les libraires. Parce qu'avec les noms aussi, je pense que vaut mieux avoir les noms bien écrits pour trouver les références. Voilà, Tu mettras la liste, ouais, la sélection que j'avais faite pour la librairie, super. c'est ça. Eh bien, merci à tous et à toutes. Et puis, euh, je vais... la réunion sera également disponible en rediffusion. Donc, voilà. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.